Et vous allez nous parler de l'état de droit, parce que les débats qui entourent la régulation possible de l'immigration aboutissent souvent à une réflexion sur la nature et les contraintes propres à l'état de droit aujourd'hui. Mais de quoi parle-t-on justement quand on parle de l'état de droit? Eh bien, c'est le thème de votre premier édito. Oui, c'est assez fascinant de voir les références incessantes, les références qui toujours reviennent à l'état de droit, un état de droit totémisé, et parce que totémisé, à peu près jamais défini. C'est-à-dire, on nous dit état de droit, état de droit, état de droit, et dès lors, apparemment, la pensée doit s'éclipser, les hommes et les femmes doivent s'aplatir. On a parlé de l'état de droit, et comme si on avait brandi devant eux un totem, ils devaient désormais être se taire. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'état de droit? Il va falloir venir à la question de la définition. Mais voyons seulement 3 épisodes récents qui nous montrent le délire autour de ce concept, je le dis à l'avance, concept qu'il faut préserver, mais dont on doit retrouver la définition initiale. On le sait, Gérald Darmanin, cette semaine, s'est démené, c'est le moins qu'on puisse dire, pour renvoyer, c'est fait en Ouzbékistan, donc, alors la formule peut sembler être un Ouzbek radicalisé. Un Ouzbek radicalisé qui est considéré par la France comme dangereux pour le pays, mais je note qu'il en son propre pays était jugé dangereux aussi. Il faut quand même pas l'oublier. Donc, il est renvoyé en fonction d'un critère d'intérêt national. Un critère d'intérêt national, c'est-à-dire cet homme sur notre territoire peut dériver, peut basculer vers l'atroce. Et de ce point de vue, nous l'éloignons du territoire national. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Conseil d'État dire « J'exige que vous le rameniez. Vous devez le ramener au nom des exigences de l'État de droit. » Donc, c'est Ouzbek radicalisé qui par ailleurs retournait chez lui régulièrement, il ne faut pas l'oublier soit dit en passant, il a eu le temps de faire un enfant là-bas et tout ça, il faut le ramener à tout prix, et même, et là ça fait partie du discours qui traîne, on nous dit même s'il est dangereux pour le pays, même s'il a un profil très inquiétant, même si on le croit menaçant pour la sécurité nationale, on doit néanmoins le ramener, et les juges, donc, enfin, à tout le moins cette fonction, ces cours suprêmes, pour reprendre la formule de Laurent Wauquiez, dans ce cas-là, c'est le Conseil d'État, eh bien, donne un ordre et apparemment, le politique devrait se coucher. Et Gérald Darmanin dit non, je cite, son propos est intéressant, « J'ai décidé de le renvoyer dans son pays. Qu'importe les décisions des uns et des autres, nous allons tout organiser pour qu'il ne puisse pas revenir. » Mais vous vous rendez compte qu'on parle ici d'un élu. On parle du ministre de l'Intérieur. On parle de l'homme qui est censé avoir le pouvoir sur cette question et qui, sur cette question, se comporte tout à fait honorablement. Mais qu'est-ce qu'on lui explique? Qu'il n'a pas le pouvoir, dans le contexte juridique actuel, d'assurer la sécurité des Français. L'État de droit l'empêche d'assurer la sécurité des Français. J'y vais avec 2 autres événements récents qui me semblent importants de garder à l'esprit parce qu'ils sont dans la même, on pourrait dire, continuité idéologique. On se souvient de l'affaire de l'Ocean Viking il y a quelques mois. On se souvient, on se dit, est-ce qu'on doit accepter ou non qu'il accoste, qu'il s'installe? Que faire des migrants qui sortiront de là? On se dit, mais ils vont fuir, ça nous apparaît évident. Tout ça a été écrit à l'avance, nous le savions. Et lorsque les migrants qui sont arrivés dans un camp de rétention, je peux me permettre ce qui passe vaguement pour tel, sont là, au bout de quelques jours, la plupart sont perdus dans la nature. Ils se sont sauvés. Que dit à ce moment le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran? Il explique, parce qu'on se dit c'est un fiasco ce qui s'est passé, c'est grave. Ce n'était pas un fiasco, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Alors là, on pourrait commencer à avoir des points d'interrogation qui fleurissent dans notre esprit. C'est-à-dire, si l'état de droit, cela consiste à faire en sorte que ceux qui arrivent ici sans en avoir le droit s'imposent sans en avoir le droit et quittent finalement se perdent dans la nature sans en avoir le droit au sens formel, et ça, c'est l'état de droit. Donc, on commence à se dire que cet état de droit, on devrait peut-être le questionner un peu, ou à tout le moins de temps en temps. Et le même Olivier Véran a eu une déclaration semblable tout récemment, on s'en souvient après l'attaque de Bir Hakeim, donc l'attentat terroriste, islamiste. Je cite, « Une attaque terroriste a retenti dans Paris. Elle a été commise par quelqu'un connu des services de police et sanitaires. Les premiers éléments préliminaires de l'enquête dont on dispose montrent que les parcours médical, administratif, pénal de cet individu sont conformes à ce qui a été prescrit et l'état de droit. » Alors là, ça fait 3 en 3. C'est-à-dire, encore une fois, l'état de droit nous explique ici qu'on a respecté les règles intégralement, on ne les a pas bafouées, on ne les a pas piétinées, et tout ça fait en sorte que l'action appelons ça du terroriste, était presque balisée légalement. C'est-à-dire, elle était conforme aux règles, en quelque sorte. Et donc là, si ce qu'on appelle l'état de droit, totémisé, eh bien, il permet, dans les circonstances, la délinquance, le terrorisme, l'immigration massive,
phénomène distinct évidemment, mais et qu'il condamne chaque fois le politique à l'impuissance, on serait peut-être en droit de se dire, mais est-ce que quelque chose ne va pas dans l'état de droit? Mais justement, tout le monde parle de cet état de droit, mais comment le définissent ceux qui le défendent, justement? Alors ça, c'est la grande question. L'état de droit, on est tous favorables en un sens, donc, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Et là, encore une fois, tout est question de définition. Alors traditionnellement, l'état de droit, c'est un État où il y a une cour constitutionnelle ou à tout le moins une cour de justice supérieure ou une cour suprême qui encadre, qui balise l'action de l'État à partir de la Constitution, mais à la lumière des intentions du constituant et du législateur. Et on dit, ben, l'action sera balisée. Donc, c'est pas nous qui créons, là, c'est pas nous les juges qui imposons notre version du droit. C'est pas nous les juges qui imposons notre conception du droit. Le législateur a posé une constitution à partir du constituant. Et ce qu'on doit faire, c'est interpréter le droit, en fait, l'action politique à cette lumière. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis 40 ans? Une forme de coup d'État des juges. Pour reprendre la formule d'un autre, on pourrait aussi parler de coup d'État des cours suprêmes. Les formules sont nombreuses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un véritable détournement de pouvoir. Les juges ont dit, en fait, nous, le droit se présente à nous et nous allons l'interpréter. Nous allons l'interpréter de manière créative pour voir ce que pourrait vouloir dire ce droit nouveau, ce droit posé, ce droit supposé dans le contexte présent. Et le pouvoir des juges n'a fait que s'étendre et le pouvoir des politiques n'a fait que se réfracter. Souvent, je l'ajoute, avec la lâcheté des politiques qui consentaient à ce coup d'État, comme s'ils se déchargeaient de leurs responsabilités. Mais pourquoi veulent-ils être aux affaires s'ils veulent se décharger de leurs responsabilités? Mais quoi qu'il en soit, donc l'idée, c'est toujours la suivante. Maintenant, on nous dit, il y a le bloc de constitutionnalité. Ou encore, il y a les nombreux textes ce qu'on appelle les engagements internationaux de la France ou des autres pays. Mais encore une fois, ces engagements internationaux ont rarement été balisés ou avalisés par référendum. On n'a pas souvenir du peuple français ou du peuple hongrois ou du peuple irlandais qui accepte en tant que tel, dans un moment référendaire fort, de dire nous acceptons de transférer la légitimité, de transférer le pouvoir vers les organes de la superstructure post-nationale qui se présente aujourd'hui comme la grande référence juridique. Donc, il y a eu un changement. Le mot état de droit a changé de signification. C'était le contrôle en fonction, je le redis, c'est important comme distinction, en fonction de la Constitution, qui était le fruit du constituant, donc le peuple, est posé par le législateur, qui dépend directement du peuple. Et peu à peu, on pourrait dire depuis 40 ans, la démocratie a consisté à s'affranchir de plus en plus du peuple. Il fallait s'affranchir de la souveraineté populaire. Pourquoi s'en affranchir? Parce que la souveraineté populaire, c'était vu finalement comme étant la base du populisme, la base même de l'extrême droite, on nous dira aujourd'hui. Et rappelez-vous, au moment de la dernière présidentielle, quand on cherchait à savoir pourquoi Marine Le Pen devait encore être étiquetée à l'extrême droite apparemment, eh bien on disait c'est parce qu'elle veut faire un usage du référendum. Donc le référendum, qui est la marque démocratique par excellence, est vu aujourd'hui comme l'ennemi potentiel de l'état de droit. Le peuple souverain s'avance.